Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 14 juin 2026. Le monde célèbre aujourd'hui même la journée mondiale des donneurs de sang, une occasion pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui, par un geste simple, volontaire et bénévole, contribuent chaque jour à sauver des vies au Bénin. Les manifestations officielles de l'édition 2026 se déroulent à Lokossa, dans le département du Mono, autour du thème « Une goutte d'humanité, donnez votre sang ». Sauver des vies. Quelques jours plus tard, le 19 juin prochain, la communauté internationale va commémorer également la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Pour mieux comprendre les défis liés à ces deux journées majeures pour la santé publique, le docteur Romaric Massi sera avec nous sur ce plateau. Il est hématologue clinicien. On parlera également de cette mobilisation de la communauté universitaire en faveur de la protection de l'environnement. L'association des spécialistes en environnement du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable porte cette initiative avec des actions impactantes en vue. On en saura davantage avec Abed Nego Tengougui, directeur exécutif de la dite association. Cette semaine, notre rubrique artiste de la semaine met en lumière un talent dont le parcours sort de l'ordinaire. Pendant plusieurs années, il a œuvré dans l'ombre derrière les caméras en réalisant les clips de nombreux artistes béninois tels que Kemi, Ricos Campos, Radamazed et autres. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape en passant derrière le micro pour porter un message d'espérance à travers le rap gospel. Son nom d'artiste, c'est bien Christ. Il sera également avec nous aux environs de 14h30. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, eh bien, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, l'examen du baccalauréat session de juin 2026 démarre demain. Lundi, sur l'ensemble du territoire national, plus de 77 000 candidats sont attendus dans les centres de composition à quelques heures du lancement des épreuves écrites. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est adressée à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. On en parle dans un instant. On parlera également de la naissance du mouvement panafricain des femmes rurales dénommé Nous sommes la solution. C'est un creuset qui veut promouvoir l'agroécologie paysanne au Bénin. Les activités du mouvement ont été lancées ce samedi à Cotonou. Images, reportages à suivre. Assure également ce focus sur une jeune créatrice de mode. Son nom, Emmanuela, a seulement 20 ans. Elle s'impose déjà dans l'univers de la mode au Bénin à travers ses créations basées uniquement sur les produits locaux. Nous sommes allés à sa rencontre. Vous allez voir un talent à l'état pur. Le point de l'actualité pour démarrer, 140 centres de composition sont déjà prêts pour accueillir demain, lundi, sur l'ensemble du territoire national, plus de 77 000 candidats au baccalauréat session de juin 2026 à la veille du lancement des épreuves écrites. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargée de la formation technique, s'est adressée à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. On va l'écouter au micro de Teddy Goudalo. Cette année, 77 101 candidats, dont 34 580 filles et 42 521 garçons, composent dans 140 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Derrière ces chiffres se trouvent autant de rêves, d'ambitions et de projets de vie. Il y a des familles, des pères, des mères, qui ont accompagné leurs enfants avec patience et confiance. Il y a des enseignants qui ont transmis le savoir avec engagement. Il y a des responsables administratifs qui ont travaillé sans relâche pour garantir une organisation rigoureuse et crédible de cet examen national. Mesdames et messieurs, l'analyse des statistiques de cette session révèle une évolution particulièrement encourageante. En effet, nous constatons une progression significative des effectifs dans les séries scientifiques, techniques et industrielles, notamment les séries C,
F1, F2, F3 et F4. Cette dynamique constitue un signal fort pour notre pays. À présent, je voudrais m'adresser directement aux candidats. Aujourd'hui, faites confiance à vos efforts. Restez serein, restez concentré. Abordez chaque épreuve avec méthode, discipline et confiance en vous-même. Ne vous laissez ni distraire par le doute, ni déstabiliser après chaque composition. Une épreuve terminée appartient désormais au passé. L'essentiel est de mobiliser toute votre énergie pour celle qui suit. Quels que soient les obstacles rencontrés sur votre parcours, soyez fiers du chemin parcouru jusqu'ici. La nation vous regarde avec espoir. Vos parents croient en vous. Vos enseignants ont confiance en vos capacités. Et le gouvernement demeure convaincu que vous saurez donner le meilleur de vous-même encore une fois. Et encore une fois, la direction de l'Office du baccalauréat a donné le meilleur d'elle-même pour maintenir le label du bac béninois. Pour s'en convaincre, 2 ministres concernés par cet examen y ont effectué une descente le vendredi 12 juin à quelques jours du lancement des épreuves. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt pour un examen sans fausse note. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, chargé de la formation technique et son collègue de l'enseignement secondaire. Le point des discussions avec le professeur Alphonse Da Silva dans ce reportage signé Thierry Goudalo. À quelques heures du lancement des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la formation technique, et son collègue de l'enseignement secondaire ont effectué une visite à l'Office du baccalauréat. Ils sont venus s'assurer du bon déroulement des préparatifs de cet examen national. Les éléments d'évaluation sont conditionnés et déjà arrivés à destination, à bon port, grâce à l'appui de l'armée que nous saluons. Sur place, les représentants du gouvernement ont passé en revue le dispositif organisationnel mis en place pour accueillir les candidats. Une attention particulière est accordée aux candidats en situation de handicap. Nous avons 13 candidats amblyopes et 21 candidats sourds ou malentendants. Ces derniers composeront dans les centres du CEG Segbea et du CEG Zongo de Parakou. Nous sommes rassurés que le lundi prochain, nous allons avoir un démarrage avec beaucoup d'énergie et que nous allons bien terminer. Je ne peux pas ne pas saluer l'augmentation de l'effectif dans les séries scientifiques parce qu'en 2025, nous avions 2788 apprenants en série C, dont 893 filles. Et cette année, nous avons 3199 apprenants en série C, dont 1069 filles. Vraiment, c'est à saluer. Des aspects logistiques aux mesures sécuritaires en passant par l'acheminement des épreuves et l'aménagement des centres de composition, tout a été examiné avec attention. Au terme de la visite, les ministres se sont déclarés satisfaits du niveau de préparation observé. Autre volet de l'actualité dans cette édition, Cotonou a abrité vendredi dernier la session solennelle des régulateurs des organes du secteur de l'énergie de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Cette rencontre de haut niveau a réuni les représentants de l'ensemble des États membres de l'UEMOA autour des enjeux liés à l'intégration énergétique régionale, déterminés à construire ensemble un espace énergétique plus performant, plus résilient et favorable au développement économique. Les participants ont travaillé à renforcer la coopération entre les institutions du secteur et promouvoir des solutions durables au profit des populations. Reportage. Les acteurs du secteur énergétique des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouvent à Cotonou dans le cadre de la réunion de concertation du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie. Il est question de renforcer la coopération entre les autorités de régulation, puis de promouvoir un marché régional plus performant. L'UEMOA a institué le Comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie, CRRE, afin de développer les échanges et la coopération
entre les autorités nationales de régulation et de contribuer ainsi au renforcement de l'efficacité du marché commun des services énergétiques. Je demeure convaincu que la pleine opérationnalisation de ce cadre régional renforcera davantage la cohérence des actions réglementaires, favorisera le partage des bonnes pratiques et contribuera à une meilleure gouvernance du secteur énergétique communautaire. Face aux défis actuels, les participants misent sur une vision commune et des actions coordonnées. Les experts ont procédé à l'amendement à l'examen du projet de règlement intérieur du comité régional des régulateurs du secteur de l'énergie qui leur a été soumis. C'est un document qui comporte 15 articles. La revue a été faite article par article. Chaque pays s'est présenté, s'est prononcé et tous les articles ont été amendés. Le dernier point à l'ordre du jour, c'était l'élaboration d'un plan de travail. Il a été proposé 3 groupes de travail. Le groupe de travail juridique sur les aspects juridiques, le groupe de travail sur les aspects techniques et le groupe de travail qui va prendre en charge les aspects économiques et tarifaires. Les échanges se poursuivent autour des différents enjeux du secteur avec l'ambition de dégager des recommandations susceptibles de renforcer la coopération et la performance énergétique au sein de l'espace UEMOA. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le mouvement panafricain des femmes rurales, Nous sommes la solution, a été porté sur les fonds baptismaux, un pas de géant franchi grâce à la Fédération agroécologique du Bénin. Lancé samedi dernier à Cotonou, le Creuset a pour ambition de promouvoir l'agroécologie paysanne au Bénin. Les travaux de cette rencontre ont débouché sur l'installation de la présidente du réseau au Bénin, son nom Clarisse Adonsi. La rencontre a été également marquée par l'exposition de quelques produits agricoles. Les précisions sont avec Ingrid Day et Moufid Sagbohan. C'est cette prière du Père Dia qui ouvre les travaux de lancement du mouvement Nous sommes la solution. Le Bénin rejoint ainsi la grande famille de ce mouvement panafricain de femmes rurales qui s'est fixé plusieurs objectifs majeurs. Promouvoir les bonnes pratiques et savoirs agricoles connus et transmis depuis des générations en Afrique et qui ont longtemps préservé la souveraineté alimentaire dans le continent. Influencer les décideurs et promouvoir une meilleure gouvernance agricole. Valoriser les produits issus de l'agriculture familiale africaine ou l'agroécologie. Clarisse Adonsi a été désignée pour conduire le destin du Creuset, Nous sommes la solution au Bénin. À peine installée, la nouvelle présidente lève le coin de voile sur ses ambitions pour le rayonnement du secteur agricole. Ensemble, nous, femmes béninoises, africaines, nous prenons l'engagement ferme qu'à partir de l'instant, ce que nos États, nos gouvernements prônent, la souveraineté alimentaire. Nous, femmes, nous ajoutons la sécurité. Désormais, nous allons parler de la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le ministère de la Famille et de l'Action sociale que je représente ici salue donc cette initiative louable, cette initiative qui promeut la femme et qui la met dans son rôle et qui permettra également de promouvoir son économie, donc de respecter ses droits. La rencontre a été également marquée par l'exposition de quelques produits agricoles. Né en 2011 au Sénégal, ce mouvement panafricain a été créé par 12 associations de femmes rurales du continent. Il rassemble aujourd'hui plus de 500 organisations de femmes rurales, drainant environ 175 000 membres et sympathisants. Pendant ce temps, la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin, renforce son engagement en faveur de l'éducation. Vous allez le voir, l'institution a procédé mercredi à la remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un magasin pour le directeur, ainsi que d'un bureau pour le magasin, ainsi que d'un magasin entièrement équipé pour la cuisine de la cantine scolaire de l'EPP Nidarou, c'est dans la commune de Banikwara. La cérémonie qui a réuni autorités administratives, acteurs du système éducatif, élèves et populations locales témoigne de la volonté de la FECECAM Bénin d'améliorer les conditions d'apprentissage et également contribuer au bien-être des apprenants. Le reportage est signé de notre bureau régional à Parakou. L'école primaire publique Nidarou dans la commune de Banikwara
dispose désormais de nouvelles infrastructures destinées à améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers. La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM en abrégé a procédé à la remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un bureau pour le directeur ainsi que d'un magasin entièrement équipé servant de cuisine pour la cantine scolaire. La FECECAM Bénin s'est inscrite dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé depuis plus d'une dizaine d'années. FECECAM Bénin, le directeur de l'école a exprimé sa profonde gratitude à la FECECAM Bénin pour ce geste qui répond à des besoins réels de l'école. Même son de cloche du côté des écoliers. Ces 3 nouvelles salles de classe vont permettre de désengorger nos effectifs et d'offrir à nos apprenants et enseignants des conditions d'apprentissage optimales à l'abri des intempéries. Merci à la FECECAM Bénin pour avoir placé sa confiance en notre avenir. Les autorités communales et départementales présentes à cette cérémonie ont également salué cette initiative. Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous pouvez compter sur notre soutien et celui des services déconcentrés de l'État et de l'administration territoriale de Banikwara, tous animés du même souci de l'intérêt général que le vôtre. La cérémonie de remise s'est achevée par la coupe symbolique de ruban, suivie d'une visite guidée des nouvelles infrastructures mises à la disposition de l'EPP Nyendaro. On en vient maintenant à ce focus annoncé en titre. Elle s'appelle Emmanuela, seulement 20 ans, mais ses créations basées uniquement sur les produits locaux racontent mieux son histoire, sa passion, ses ambitions pour la mode au Bénin. Florence Bossa et Jocelyn Bariga sont allés à sa rencontre à l'Institut français de Cotonou où elle a participé à une exposition organisée dans le cadre de la promotion des jeunes talents béninois. Plus qu'un métier, c'est une histoire d'amour. Entre elle et la mode, c'est une histoire d'amour. En seulement 5 années de pratique, Emmanuela, la vingtaine, s'est imposée avec sa marque Rodemac dans l'univers du stylisme béninois, un métier qui la passionne depuis son enfance. Déjà tout petite, j'étais passionnée par le monde du mannequinat. Et par ce canal, je veux rendre aussi hommage à ma grand-mère qui fut elle aussi styliste. Et aujourd'hui, je suis en train d'emprunter ses pas. À travers mes créations, le message que je véhicule, c'est plus l'art. Je travaille plus l'art, la culture africaine. D'où vous allez voir tout à l'heure ma création, une de mes créations, vous verrez que j'ai plus parlé de mon identité. La simplicité, la prospérité et la richesse, ce sont les thèmes qui inspirent quotidiennement la jeune créatrice. Pour elle, le Made in Bénin doit être valorisé. Déjà, je travaille avec le tissu teinté, comme vous allez le voir, parce que ce sont des tissus qu'on fabrique nous-mêmes ici au Bénin. Je participe à des défilés tels que le Avo Fashion, que j'ai déjà fait 3 ans sur Avo Fashion, le FIPAT, qui est le défilé du pain tissé, lynx et création. J'ai aussi fait son défilé. La finesse des coupes de Rodemac, sa capacité à se réinventer et à se démarquer à chaque collection, tout en gardant son fil conducteur, sont ici témoignés par ses proches. Rodemac fait partie de ces jeunes marques que moi j'ai appris à aimer, à adopter, parce que c'est une marque qui a une touche qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On sent en elle une fille qui a la tête bien faite. Il faut comprendre que derrière sa marque, il y a un storytelling, il y a une histoire très émouvante d'une génération à une autre. Et ce qui me rend plus fier et ému, c'est de savoir quand même, aujourd'hui, la mode béninoise n'a plus rien à envier à personne. Consciente que la mode est un domaine en pleine mutation, Emmanuela essaye de transformer tous les jours les défis qui se présentent à elle en de nouvelles opportunités.
terrain synthétique d'Akasato, nous sommes en sport. Dans la commune d'Abomey-Calavi a été vendredi dernier le théâtre d'une animation groupée dans le cadre de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive porté par le ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires. Poussés par un esprit d'émulation, les équipes d'enfants constituées en 10 écoles primaires de cet arrondissement ont offert à leurs camarades et aux officiels présents une démonstration de leur savoir-faire à travers divers jeux et activités sportives. C'est un événement qui vise à faire le point des aptitudes acquises par ces enfants. Explication Hugues Vignimbi. Que du diable. Jeux de déménagement, jeux de sac, jeux d'équilibre, jeux de cerceau. Des exercices de motricité qui impliquent des sauts, des courses, des mouvements rapides et bien calibrés. Passé ces jeux, les gamins sont soumis à des activités sportives. Au basketball, au tennis de table, au badminton et à la lutte, ça rivalise d'ardeur et de technicité pour obtenir le gain de la partie. Par ce rassemblement, 16 élèves sélectionnés dans 10 écoles pour la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive font observer les progrès réalisés au bout de 2 mois d'apprentissage. Ce projet va permettre aux enfants, en fonction de leur âge, d'acquérir des habiletés et des compétences spécifiques pour un développement ultérieur de leurs capacités techniques, tactiques et physiques. Des compétences spécifiques comme par exemple? Les compétences spécifiques par exemple comme l'adresse. Ce jour, nous concrétisons une ambiance, celle d'offrir à nos enfants un cadre structuré, sécurisé et inclusif où le jeu devient un outil d'apprentissage des valeurs de solidarité, de discipline, de respect de l'autre et de dépassement de soi. Lancé lundi 30 septembre 2024, dans ce même arrondissement d'Akasato, la phase pilote du projet vise en effet à transformer les politiques éducatives et sportives au niveau national, tout en favorisant un développement équilibré chez les enfants. Ce faisant, elle porte l'ambition de pourvoir les sélections nationales sportives en athlètes doués. Préparer la relève de nos Amazones, la relève de nos Bipa. La généralisation du programme Synergie éducative et sportive est annoncée pour l'année à venir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. Le grand format va se poursuivre avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un court instant. Premier invité sur ce plateau, le docteur Romaric Massé, il est hématologue, clinicien. On va l'installer. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. En juin, avec Canal+. Le coupé du calé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu n'as pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi.
100% de toutes vos envies seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Deux journées majeures en un seul rendez-vous. On en parle avec notre invité qui vient de s'installer ce 14 juin. Le monde célèbre la journée mondiale des donneurs de sang. Et le vendredi prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Pour mieux comprendre les défis liés à ces deux journées majeures pour la santé publique, le docteur Romaric Massi est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes hématologue clinicien en service au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du Plateau. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, pourquoi le don de sang demeure-t-il un enjeu majeur de santé publique au Bénin? Merci beaucoup, cher ami. Merci pour l'invitation. Vous me permettrez, à l'entame de cette discussion, de prendre une seconde pour dire un grand merci au nom du ministère de la Santé et au nom du consortium Juin Vermeil, qui réunit l'ensemble des associations qui luttent contre la drépanocytose au Bénin, pour dire vraiment un sincère merci à tous les donneurs de sang au Bénin pour ce geste d'humanité qu'ils font. Et c'est un geste noble, c'est un geste qui nous permet de sauver beaucoup de vies. Pour revenir à votre question, le sang est un liquide précieux. C'est un organe et c'est un organe très précieux. Et lorsqu'on en a besoin, il n'y a rien d'autre qui remplace le sang. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous nous retrouvons très souvent en face de patients qui ont besoin qu'on leur trouve ce liquide précieux en un temps record. Et c'est grâce à ces donneurs de sang que nous arrivons à assumer cette mission. Et c'est vraiment important pour nous aujourd'hui de leur dire un grand merci pour ce geste d'humanité. D'accord. Et puis, une goutte d'humanité, donnez votre sang, sauvez des vies. C'est le thème donc, de l'édition 2026 de cette journée. Que peut-on comprendre à travers ce thème? Alors, ce qu'il faut comprendre à travers ce thème, c'est que le geste même qui consiste à aller donner une partie de son sang est un geste qu'on ne peut pas mesurer. Il n'y a pas meilleur témoignage d'amour que d'aller donner un peu de son sang. Et comme je le dis toujours, donner un peu de son sang, c'est un geste qu'on fait et qui permet de gagner beaucoup. Qui permet de gagner beaucoup dans la mesure où, à travers ce seul geste, on sauve plusieurs vies. Et donc, c'est un geste que nous encourageons. Et à travers cette thématique qui a été choisie cette année, les collègues qui travaillent avec nous sont actuellement à l'OCOSA pour les manifestations officielles. Nous avons voulu mettre en avant cette humanité qui se lie facilement à travers ce don-là. Et donc, actuellement, à l'OCOSA, le consortium Juin Vermeil, avec l'Agence nationale de la transfusion sanguine, organise une activité à l'OCOSA pour marquer officiellement cette journée, témoigner notre remerciement aux donneurs, les motiver davantage, les décorer, parce qu'il y aura des donneurs bénévoles qui vont être décorés aujourd'hui. Et à travers même cette activité, nous allons profiter encore pour sensibiliser ceux qui étaient encore dubitatifs à véritablement rentrer dans le jeu et commencer par donner du sang. Et parallèlement, dans cette même journée, il y aura des collectes de sang à l'OCOSA pour pouvoir soigner convenablement les patients. Et quelle est aujourd'hui la situation de la disponibilité du sang au Bénin? Alors, si on revient à l'historique, le 14 juin a été choisi en hommage à un grand savant de l'hématologie, Karl Langsteiner, qui a travaillé beaucoup sur les groupes sanguins, en rapport avec sa date de naissance, qui est un 14 juin. Mais chez nous, au Bénin, cette date tombe à pic, parce que vous savez très bien que nous sommes en période pluvieuse. Et pendant cette période pluvieuse, les besoins en transfusion deviennent énormes. Actuellement, si vous faites un tour dans nos hôpitaux, vous allez constater que dans nos banques de sang, on commence par manquer de ce précieux liquide. Et donc, cette journée qui est le 14 juin tombe à pic pour nous, pour rappeler à la population béninoise que nous avons encore des difficultés à servir nos patients parce que le nombre de personnes qui passent
pour donner leur sang, ce nombre est encore insuffisant. L'OMS nous recommande de pouvoir prélever à peu près 1% de notre population. Je rappelle qu'en 2025, le Bénin a prélevé à peu près 120 000 poches, un peu moins de 120 000 poches, ce qui est encore largement inférieur au 1% recommandé par l'OMS. Nous sommes encore autour de 0,7, 0,8%. Donc le gap à combler est énorme et à travers cette journée, nous disons non seulement merci à ceux qui donnent déjà leur sang, et nous disons également merci à ceux qui vont nous recruter aujourd'hui et qui vont devenir donneurs de sang fidèles à partir de maintenant. Tout à fait. Quels sont les besoins les plus urgents en produits sanguins dans nos hôpitaux aujourd'hui? Alors, le premier besoin, il faut savoir que le sang, quand on parle de produits sanguins, il y en a plusieurs. Il y a les concentrés de globules rouges, il y a les concentrés de plaquettes, il y a les concentrés de plasma. Alors, les concentrés de globules rouges constituent le besoin principal en termes de besoin en produits sanguins labiles. Je parlais tout à l'heure du consortium Juin Vermeil. Si vous prenez par exemple les personnes atteintes par la drépanocytose, eh bien, ces personnes-là ont besoin régulièrement d'être transfusées. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce consortium a décidé depuis 3 ans de manifester son attachement aux donneurs bénévoles de sang. Donc le premier produit dont nous avons besoin, c'est les concentrés de globules rouges. Même à la maternité, nous avons besoin de concentrés de globules rouges, surtout lorsque nos mamans vont pour donner la vie et que malheureusement le taux d'hémoglobine chute brutalement. On a besoin de leur pouvoir en produits sanguins labiles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que nous avons besoin également des concentrés de plaquettes, que nous avons également besoin de plasma. Parce qu'il arrive que certains sujets ont des difficultés pour faire ce qu'on appelle la coagulation. C'est-à-dire, lorsqu'on se blesse par exemple, le sang refuse de s'arrêter. Lorsqu'on va donner naissance et qu'on commence par saigner abondamment, non seulement on a besoin de globules rouges, mais on a besoin d'un certain nombre d'éléments pour faire arrêter le saignement. Donc les concentrés de plaquettes, le plasma frais congelé. Et donc tous ces produits-là sont dérivés d'un seul don. C'est pour ça que nous disons qu'un seul don, ça permet de sauver plusieurs vies. Parce que quand vous faites un don, au niveau de la NTS, qui est l'agence qui traite le don, on va pouvoir séparer les globules rouges, on va pouvoir séparer les plaquettes, on va pouvoir séparer le plasma. Et donc ces différents produits vont pouvoir sauver plusieurs vies. Et donc il n'y a pas meilleur don que ce don de sang. Et qui peut donner son sang et à quelles conditions? Alors, toute personne peut donner son sang à condition d'être adulte, donc âgé de 18 ans jusqu'à 65 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas à vous inquiéter lorsque vous venez pour faire le don de sang. Il y a toujours une équipe médicale qui fait un examen clinique minutieux pour être sûr que vous êtes en mesure de faire le don en toute sécurité. Nous ne mettons pas en danger les personnes qui viennent donner le sang. Au contraire, nous les protégeons parce qu'ils sont très précieux pour nous dans le système sanitaire. Et donc, si après cet examen-là, vous êtes apte, on va vous orienter vers l'équipe qui va s'occuper du prélèvement. Et même si après l'examen, vous n'êtes pas apte à faire le don directement, il y a des équipes de sensibilisation. Donc, on peut vous incorporer dans ces équipes-là pour que vous puissiez nous aider à faire passer le message, à faire adhérer plusieurs autres personnes à ce don de sang qui est très important. Donc, quand vous faites le premier pas vers les équipes pour le don de sang, vous êtes toujours gagnant. Ou vous êtes en mesure de donner le sang, ou vous êtes toujours en mesure de contribuer à ce que d'autres personnes viennent donner le sang. Est-ce qu'il y a des avantages donc, pour le donner quand on prend l'initiative d'aller donner son sang? Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, lorsque vous donnez votre sang, d'abord, la première chose à savoir, et je le dis toujours quand je fais des sensibilisations, donner du sang, c'est un peu comme donner des connaissances. Quand vous donnez, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Quand vous donnez votre sang, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Vous gagnez pourquoi? Vous gagnez parce que vous sauvez déjà des vies. Vous gagnez pourquoi? Parce que vous renouvelez votre stock de globules rouges. L'organisme est constitué de façon à ce que les globules rouges se renouvellent de façon automatique. Donc, en donnant votre sang, dans les règles bien entendu, vous contribuez à rajeunir les globules rouges qui sont en votre sein. Et puis, à côté de ça, vous bénéficiez quand même d'un certain nombre d'examens. Parce que lorsque nous, on prélève le sang, il faut qualifier le sang. On fait un certain nombre de tests pour s'assurer que la poche de sang qui a été prélevée est une poche qu'on peut utiliser à un receveur.
Et donc, quand on sort ces résultats-là, on vous les renvoie gratuitement. Et donc, c'est tout bénéfice garanti que de donner son sang. Il n'y a rien à perdre, il n'y a qu'à gagner en donnant son sang. Est-ce qu'il y a des idées reçues qui, on va dire, freinent le mouvement donc, de don de sang? Oui, il y a effectivement certains qui pensent que lorsqu'on donne du sang, ça peut sortir du circuit hospitalier pour se retrouver dans des circuits que je ne veux pas citer ici. Mais je voudrais vraiment regarder droit dans cette caméra et dire à mes compatriotes béninois, il est impossible aujourd'hui de sortir ne serait-ce qu'une fiche, la fiche qu'on prescrit, enfin sur laquelle on prescrit le sang, il est impossible de sortir ça du circuit. Il y a même dans certains hôpitaux, vous ne pouvez pas prendre une fiche d'un service pour aller dans un autre service. C'est pour dire que les autorités ont mis tout en œuvre pour que la traçabilité, la sécurité des poches de sang soit garantie. Donc, ne soyez pas effrayés du tout sur le fait que votre sang puisse se retrouver dans des circuits non conseillés. C'est impossible aujourd'hui au Bénin parce que tout est très bien tracé. Deuxième inquiétude, beaucoup pensent qu'en donnant leur sang, ils vont devenir anémiés. J'ai déjà répondu à cette préoccupation. Pas du tout. On entend dire, je n'ai pas suffisamment de temps. Je n'ai pas suffisamment de temps, pourquoi je dois encore en donner? Pas du tout. Vous ne tomberez jamais. Que je suis mince, que c'est le don de sang réservé aux personnes, on va dire, un peu grosses. Exactement. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que dès que vous pesez plus de 50 kilos, vous pouvez donner votre sang. Et quand vous donnez votre sang, comme je l'ai dit, avant même de poser le geste du don de sang, il y a un examen qui permet de vérifier si vous êtes en mesure de donner. On ne prélèvera pas un sujet qui est déjà anémié, bien entendu. Mais celui qui n'est pas anémié et qui donne son sang, à aucun moment ne tombera, en tout cas ne deviendra anémique parce qu'il a donné du sang. Parce que dès que vous donnez le sang, le système qui produit les globules rouges se met rapidement en branle pour compenser ce que vous avez donné. Et ça se fait en quelques jours. Donc vous n'avez pas à vous plaindre du tout qu'en donnant votre sang, votre taux va chuter. Pas du tout, ce n'est pas le cas. D'accord. Et l'autre rendez-vous qui s'annonce, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose qui va être célébrée le vendredi 19 juin prochain. D'abord, qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Merci beaucoup. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. C'est une maladie du sang. Plus précisément, c'est une maladie du globule rouge. Vous savez, dans le sang, il y a plusieurs cellules. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges, en leur sein, contiennent un véhicule, si on peut se le permettre. Et ce véhicule a pour rôle de transporter l'oxygène. Ce véhicule, en nom scientifique, on l'appelle hémoglobine. C'est sur cette hémoglobine que l'oxygène doit se fixer. Or, vous savez que nous tous, nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Et donc, il y a des formes qui vont être des formes anormales d'hémoglobine. C'est la forme S, c'est la forme C. Et lorsqu'un sujet va présenter doublement la forme S, alors il va être considéré comme drépanocytaire. Ou lorsqu'il va combiner la forme S et la forme C d'hémoglobine, il sera considéré comme drépanocytaire. Donc pour me résumer, la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui se transmet des parents aux enfants. Ce détail est important parce que les actions que nous allons mener vont découler de ça. C'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Les formes qui sont les formes de la maladie, c'est les formes SS, SC et S-bêta-thalassémie, je viens de le dire. La forme AA, c'est la forme normale, donc hémoglobine normale. Mais il y a des formes intermédiaires, AC, AS, que nous appelons les porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire, c'est des sujets qui n'ont pas les manifestations de la maladie, mais qui portent l'anomalie dans leur gène et qui, en s'associant, peuvent transmettre cette anomalie à leur descendance. C'est le cas, par exemple, lorsque deux sujets AS se mettent ensemble ou lorsqu'un sujet AS et un sujet AC se mettent ensemble. Ils vont faire, pour le premier cas, un enfant SS qui va souffrir des manifestations de la drépanocytose ou un enfant SC pour le deuxième cas. Et cet enfant va souffrir des manifestations de la drépanocytose. Et quand on prend les porteurs de traits, ceux qui sont apparemment sains et qui peuvent transmettre la maladie à leurs enfants, nous avons fait l'année passée un dépistage, toujours dans le cadre de Juin Vermeil, qui est le mois consacré à la lutte contre la drépanocytose. Et nous nous sommes rendus compte que les porteurs,
ils sont à peu près 22% dans la population. Et donc, pour dire non à la drépanocytose et pour dire merci aux donneurs de sang, il faut absolument que nous puissions freiner l'avancée de la drépanocytose chez nous. Je rappelle que la drépanocytose, c'est à peu près 5% de la population béninoise déjà, ce qui est déjà il faut énorme. forcément des analyses pour se mettre en couple. Exactement, vous avez tout compris. À partir du moment où on sait que les porteurs apparemment sains, mais qui peuvent transmettre la maladie à leur descendance, sont quand même en grande proportion dans la population, il faut faire les tests avant de s'engager dans le mariage et dans la procréation. Et ce test, il est très simple, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de dire à la personne, vous êtes AA, vous êtes SS, vous êtes AS, vous êtes AC. Et à partir de cette électrophorèse, on prend conseil auprès d'un professionnel de la santé pour voir si nous sommes compatibles pour rester ensemble, faire des enfants qui seront indemnes de la maladie. Et donc, c'est la responsabilité des jeunes aujourd'hui de pouvoir connaître leur statut pour dire définitivement non à la drépanocytose. Quelle est la situation de la prise en charge aujourd'hui de cette maladie? Alors, la prise en charge de la drépanocytose a connu beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations en termes de diagnostic précoce, ça se fait de plus en plus. Est-ce que nous avons commencé depuis 3 ans avec le consortium Juin Vermeil, où nous faisons un dépistage à l'échelle nationale. L'année passée, on a fait un dépistage de près de 11 000 personnes. Cette année, nous prévoyons à peu près 30 000 personnes à dépister à partir du 20 juin. D'ailleurs, le 20 juin, Juin Vermeil va organiser tout le Bénin marche contre la drépanocytose. Et ça sera dans tous les départements. Il y aura la marche à Sakété, à Misrété, à Boycon, à Dassa, à Bembereke, à Kandi. Tous les départements, il y aura la marche. Le message donc, qui va passer pendant cette marche. Le message, c'est brisons le silence. Il faut qu'on brise le silence, qu'on puisse dépister tôt les jeunes. Et nous allons faire, parallèlement à cette marche-là, nous allons faire le dépistage et nous allons collecter en même temps des poches de sang. Et c'est pour ça que je voudrais profiter ici pour appeler toutes nos autorités, les préfets, les mairies, les élus locaux, les députés, rejoignez-nous sur cette marche pour que toute la population soit informée de cette maladie. Est-ce que les points de collecte ou de dépistage sont déjà identifiés? Oui, les points de collecte sont déjà identifiés. Déjà à partir du samedi 20, nous allons avoir des collectes de sang et les dépistages sur tous les sites où il y aura la marche. C'est notamment les grandes villes en fait. C'est, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans tous les départements. Et après, à partir du 20, juste après le 20, donc la semaine du lundi 22, il y aura un dépistage dans tous les départements, tous les 12 départements pendant une semaine. Ça prendra en compte les enfants de 0 à 5 ans qui sont hospitalisés, d'emblée seront dépistés. Ça prend en compte les jeunes en âge de procréer, de 15 à 35 ans, surtout dans nos universités. Et ça prend en compte également les femmes enceintes qui seront systématiquement dépistées au niveau de nos maternités. Et parallèlement à ça, les équipes qui n'ont pas pu organiser les prélèvements dans les collectes de dons le samedi 20 vont pouvoir organiser au cours de la semaine la collecte de sang. Alors, on retient la marche, le dépistage et la collecte donc, de sang qui entre donc, en ligne de compte des activités que vous menez dans le mois de juin, c'est bien ça? Oui, absolument. Alors, est-ce que la maladie, est-ce que le traitement existe pour la maladie? Alors, actuellement, il y a beaucoup de traitements qui existent pour la drépanocytose. Le traitement curatif, qui est l'allogreffe de moelle osseuse, n'est pas encore disponible dans notre contexte. Par contre, il y a une molécule extraordinaire qui est l'hydroxyurée. Et le gouvernement est en train de se battre depuis 3 ou 4 ans pour que cette molécule-là soit accessible à tout le monde, partout, disponible à moindre coût. Ce médicament est disponible chez nous, il s'appelle hydroxyurée. Et nos patients ont de plus en plus accès à ce médicament. Ça permet d'éliminer une grande partie des complications et d'améliorer drastiquement la qualité de vie de la personne atteinte par la drépanocytose et également d'améliorer drastiquement l'espérance de vie. Donc l'époque où on nous disait que le patient atteint de la drépanocytose ne pouvait pas vivre au-delà de 20 ans, cette époque-là est révolue définitivement, à condition bien entendu qu'on soit dépisté tôt
et qu'on soit pris en charge correctement. Et là également, sur la prise en charge, le ministère de la Santé travaille depuis plusieurs années pour que cette prise en charge soit décentralisée. Et nous avons actuellement une initiative qu'on appelle le PEN+, qui permet de décentraliser la prise en charge, le suivi des personnes atteintes de la drépanocytose au niveau de nos hôpitaux de zone. Et donc, il y a plusieurs hôpitaux de zone aujourd'hui qui sont en train d'être équipés, qui ont commencé par former leur personnel pour que les patients n'aient plus à faire des centaines de kilomètres avant de pouvoir se faire prendre en charge. Donc, vous voyez que le profil de la prise en charge a complètement changé et nous avons intérêt, à travers ce mois de juin, que nous appelons Juin Vermeil, où toutes les associations sont réunies pour sensibiliser au dépistage, pour améliorer les conditions des personnes atteintes par la drépanocytose. Nous sommes tous appelés à rejoindre ce mouvement-là pour que l'information puisse passer. Donc on va finir avec peut-être votre mot de fin, un appel à l'endroit des populations qui sont encore réticentes donc à faire le pas. Alors à l'endroit de tous les compatriotes, je voudrais dire ceci. La drépanocytose n'est pas une fatalité. C'est une maladie que nous connaissons très bien et que nous pouvons éviter à toute notre descendance. Et aujourd'hui, il est impératif que chaque Béninois et chaque Béninoise se dise la drépanocytose ne passera pas par moi. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes en disant que la parentalité doit être une parentalité responsable. C'est à nous, jeunes, de pouvoir protéger l'avenir du pays en protégeant l'avenir de nos enfants. Et une manière forte de protéger l'avenir de nos enfants, c'est de connaître notre statut électrophorétique avant de nous engager dans la procréation. Donc je nous invite, à partir de la semaine prochaine, soyons calés pour faire notre dépistage, sensibilisons autour de nous pour le don de sang, parce que les personnes qui sont déjà atteintes par la maladie ont besoin de sang pour se faire traiter. Et donc, restons calés pour connaître notre électrophorèse de l'hémoglobine et faire notre choix en conséquence. Merci à vous, Dr Romaric Massi, hématologue clinicien en service au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé et du plateau. Merci pour toutes ces informations. Bonne célébration à vous et bon dimanche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches. C'est le grand format sur 43 à Bénin. Après avoir parlé de l'importance du don de sang, on va évoquer à présent l'importance de la préservation de l'environnement pour les générations présentes et futures. C'est ce que fait l'association des spécialistes en environnement du CIFRED de l'Université d'Abo-Calavi. Abednego Tengougui Anne, le directeur exécutif, il va nous rejoindre sur ce plateau juste après Actu sur le net. Réalisation Florence Boussard. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu n'as pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. It's game time, yeah. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47.
Une déclaration explosive de l'influenceuse béninoise Agnès Esther Zoumenou a fait grand bruit cette semaine sur la toile. Elle concerne sa vision des relations amoureuses et les signaux d'alarme red flag chez les hommes. Invitée par l'animateur Benito Sou dans son émission Discussion informelle sur le Media Pod Lab, l'influenceuse a lâché cache des propos qui ont enflammé la toile. Pour elle, un homme qui invite une femme chez lui dès la première rencontre commet un énorme red flag. Elle affirme passer à l'acte uniquement lorsqu'elle se sent en sécurité et respectée. Elle soutient fermement que personne n'est jamais trop occupé, mais que tout est une question de priorité. Elle affirme que la drague n'est pas faite pour les chômeurs et leur propose sans détour de se donner eux-mêmes du plaisir. Toujours dans un élan provocateur, Esther Zoumenou soutient que si un homme prétend être véritablement trop occupé pour envoyer un message textuel à sa partenaire, il doit compenser ce manque d'attention par des gestes.